Merci à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc voilà la thématique qui est bien préparée, son appel d'offres, notamment dans le cadre des projets d'ombrières photovoltaïques pour les établissements de santé. Donc je vais laisser Thomas se présenter, puis ensuite je prendrai la suite. En tout cas, ravi de vous accueillir. Bonjour à toutes et tous. Thomas Rigui, je suis le fondateur d'un bureau d'études qui s'appelle Ecoénergie, dans lequel on est spécialisé dans le photovoltaïque et dans lequel on accompagne un peu tous nos clients sur la notion d'études, d'AMO et de maîtrise d'œuvre dans le cadre de développement de projets, et notamment le sujet des ombrières photovoltaïques qui est un des sujets du moment. Merci Thomas. Et donc moi-même Clément Famier, donc je suis business developer au sein d'IDEX Énergie Solaire. Voilà, j'accompagne les clients et notamment spécifiquement en fait les établissements de santé dans leurs projets photovoltaïques. Notamment voilà, une de nos spécialisations chez IDEX Énergie Solaire, c'est justement le parking solaire au travers les ombrières. Alors, je vais défiler mon écran. Voilà, super. Donc, comme je disais, ce webinaire va se décomposer en deux temps. L'idée, c'est de faire un premier rappel sur le contexte réglementaire assez rapidement, même si voilà, il y a eu quelques nouveautés en ce moment, notamment sur les sujets parking que j'aborderai. Et également voir la pertinence, pourquoi équiper son parking en ombrière photovoltaïque, bien au-delà du cadre réglementaire. En fait, il y a un véritable intérêt. Et même au-delà, je dirais, de l'aspect économique qui est assez attractif, il y a d'autres valeurs en fait qui sont dégagées par les ombrières. Et dans un second temps, voilà, avec l'intervention de Thomas, qui sera de comment on prépare voilà, son appel d'offres pour ce type de projet et comment on peut bénéficier en fait de l'accompagnement, notamment voilà, d'un AMO pour mener à bien ces typologies de projets. Donc, sur l'aspect réglementaire, c'est vrai qu'il y a un étau réglementaire en fait dans lequel se trouvent les établissements de santé avec de nombreuses réglementations, notamment, voilà, je peux citer le décret tertiaire et le décret BAX, avec des enjeux, notamment, je pense que vous connaissez tous, à horizon 2030, de réduire de 40% les consommations en énergie. Les sujets également de mobilité électrique, tout ce qui va toucher aussi à la rénovation des bâtiments, avec la loi climat et résilience également sur la partie désimperméabilisation des sols. Donc voilà, c'est beaucoup d'enjeux qui vont toucher à la fois les bâtiments existants, mais également les nouveaux bâtiments, et également donc les parkings, au travers la loi d'accélération pour les énergies renouvelables. Et donc c'est vrai qu'il y a différentes en fait réglementations qui ont été pensées séparément, mais dont l'objectif en fait est bien commun, et c'est faire la transition énergétique et donc avoir une baisse de réduction d'une part de vos consommations d'électricité, mais également avoir des bâtiments et des parkings qui vont en faveur de la transition énergétique. Au niveau de la loi donc APER, donc là vraiment sur la partie ombrière photovoltaïque, la réglementation, c'est dès que vous avez un parking de plus de 1500 mètres carrés, donc c'est environ 80 places de parking, et bien, il est soumis à obligation de s'équiper en ombrière photovoltaïque à hauteur de 50% de sa superficie. Et avec une mise en conformité, donc pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés à partir de 2028, et pour les plus grands parkings, c'est dès 2026. Donc clairement, 2026, c'est demain hein, à l'échelle d'un projet comme celui-ci. Donc voilà, il faut bien le penser. Notamment, il y a des sanctions qui ont été publiées au journal officiel, qui vont de 20 000 à 40 000 euros par an en cas de non mise en conformité par rapport à cette réglementation. Comme je le disais en introduction, en ce moment, il y a pas mal de mouvements justement sur ce cadre réglementaire pour associer à la fois et des arbres et du photovoltaïque en ombrière. Après, globalement, dans les faits, on restera sur une obligation de s'équiper en ombrière sur les parkings. Après, voilà, ça sera vraiment l'arbitrage entre les sites qui sont déjà boisés et les sites où il n'y a vraiment pas d'arbres.
Après, ça, c'est comme je disais, c'est vraiment la vision au niveau du cadre réglementaire. Après, on le verra par la suite, il y a vraiment une pertinence économique aussi à recouvrir du coup ces surfaces-là pour aller dégager un optimum économique au bénéfice des établissements de santé. L'autre réglementation qui est quand même assez concomitante puisqu'elle touche aussi donc le parking, c'est la mobilité électrique et notamment donc l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques avec une obligation de s'équiper à hauteur de 5% des places de stationnement. Donc voilà, aussi bien pour les parkings visiteurs que salariés. Et en fait, ce sont deux projets qui doivent vraiment être pensés ensemble, hein, parce qu'au niveau des travaux, c'est pratiquement les mêmes travaux. Donc, il y a aussi une pertinence économique à aller chercher des économies d'échelle sur cette typologie de projet. Alors, attendez, je passe mon écran. Donc voilà, comme je disais, ça c'est l'aspect réglementaire, mais il y a un véritable avantage, notamment pour les établissements de santé, à penser, à bien réfléchir sur ces projets donc d'ombrières photovoltaïques et de bornes de recharge. Dans un premier temps, ça va être vraiment alléger en fait sa facture d'électricité. On a des gains qui sont prouvés. Hein, les établissements qu'on a pu accompagner font des économies en fait dès la première année grâce à ce type de projet par rapport au prix qu'ils payent auprès de leurs fournisseurs d'électricité. Si je dois donner une fourchette, on se situe généralement, je dirais, entre 110 € du mégawattheure et 150 € du mégawattheure pour avoir une fourchette vraiment large. Mais au-delà de ça, au niveau de l'aspect économique, c'est aussi un avantage de pouvoir prévoir en fait ses consommations d'électricité sur une partie de sa consommation. On est généralement entre 10 et 30% des consommations de l'hôpital. Qui est prévisible en fait sur du temps long, donc généralement sur 20 ans. Et donc ça permet quand même de se sécuriser ses approvisionnements par rapport aux aléas de marché qu'on a pu connaître durant la période soit Covid ou avec le contexte notamment de la guerre en Ukraine et des prix sur l'électricité. C'est un moyen également de compenser des nouvelles consommations. Là, je pense notamment à tout ce qui va être climatisation l'été. En fait, la production photovoltaïque va quelque part effacer cette surconsommation au sein des bâtiments qui est liée à la climatisation. Mais également, si votre bâtiment évolue dans les années à venir, ce qui est souvent le cas d'ailleurs hein, pour les établissements de santé, et ben en fait, la production pourra aussi couvrir ces nouveaux agrandissements et ces nouveaux bâtiments. Un troisième point qui est l'amélioration du confort, donc avec la protection donc des véhicules face aux intempéries, donc que ce soit la pluie, la grêle, mais également la chaleur hein, l'été. Donc là, on a un îlot de chaleur qui est créé grâce aux ombrières pour les véhicules. Et enfin, ça permet de renforcer aussi l'attractivité et de faire quelque part de manière visible en fait, de montrer les engagements dans la transition énergétique pour les établissements de santé. Et donc là, on a vraiment parlé seulement de la partie, je dirais, de la valeur en termes de panneaux, mais en réalité, on peut aller bien au-delà et repenser en fait l'intégralité de son parking et je dirais de redessiner en fait vraiment vos usages énergétiques grâce au parking. Et donc le parking devient en fait un point central dans votre indépendance énergétique. Et donc, comme je disais, on va bien au-delà de l'installation de panneaux photovoltaïques. On va arriver notamment sur 3 points clés, qui est la gestion de l'énergie. Donc, au sein de votre bâtiment, mais aussi on peut aller le valoriser auprès de votre voisinage lorsqu'il y a du surplus au niveau des installations. Au travers donc une opération d'autoconsommation collective. Je l'ai cité, donc tous les aspects de mobilité électrique donc, qui doivent se penser en même temps que le projet ombrière, mais également tout ce qui est mobilité douce. Et enfin, l'aspect environnemental, sortir justement du bitume, tous les sujets de désimperméabilisation des sols. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de repenser en fait le parking dans sa globalité pour en faire quelque part un îlot énergétique et de biodiversité. Et c'est sûr que en fait,
ces enjeux-là, ils sont complexes. Ça, on va pas se mentir. Et Thomas apportera des précisions dans sa présentation juste après. Des enjeux qui sont multiples, complexes et qui s'intègrent aussi dans un environnement technique, donc que sont les établissements de santé, qui sont, je le redis, voilà, assez complexes et avec des enjeux forts derrière. Là. Donc, lorsqu'on vient se raccorder dans ces installations, puisque derrière, on parle quand même de vie humaine, qui sont qui est la vocation des hôpitaux. Donc, il faut vraiment faire attention à être bien accompagné justement quand on parle de ces sujets techniques. Également, un autre élément qui va être le code de la commande publique. Donc voilà, comment aussi on arrive à intégrer ces projets-là, comment on arrive à être accompagné pour être en conformité en effet aux règles de la commande publique au travers de ces projets. Et ce sont des projets enfin qui s'inscrivent dans un temps long. Je citais tout à l'heure, voilà, on est sur des périodes entre 20 et 30 ans. Donc c'est pas un contrat de mariage, mais presque quelque part. Donc voilà, c'est important d'être bien accompagné, d'avoir un acteur aussi qui soit fiable, réactif, si jamais voilà il y a des défauts au niveau de l'installation, de pouvoir justement apporter ce niveau de réactivité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser ces projets dans leur globalité et être bien accompagné, et notamment on va le voir à présent avec Thomas, comment bien construire son appel d'offres pour sélectionner en effet le bon candidat. Ouais, merci Clément. Je reviens juste, alors avant de parler de l'appel d'offres en tant que tel, je reviens juste sur le marché du photovoltaïque. On a tendance malheureusement à oublier que le photovoltaïque est assez jeune dans son métier comparé à d'autres corps d'État. Et on a aujourd'hui en tout cas un marché du photovoltaïque qui est extrêmement fragmenté. Alors fragmenté de plusieurs manières. Ça peut être fragmenté sur des typologies de marché, donc on va décomposer des typologies de puissance photovoltaïque. Ça peut être une décomposition liée à des acteurs techniques. Voilà, on a des bureaux d'études, des développeurs, des installateurs, des financeurs. Donc il y a déjà beaucoup de personnes autour de la table. On a aussi une décomposition sur des acteurs financiers et juridiques. Et donc on a tous ces éléments-là. On retrouve aussi d'autres acteurs digitaux qui émergent aujourd'hui dans le marché. Donc ça fait beaucoup de monde à mettre autour de la table pour un seul projet. Donc aujourd'hui, l'objectif d'un AMO est de composer avec tout ça et d'avoir un double objectif. Donc le premier, c'est de pouvoir donner une meilleure visibilité sur des projets complexes. Donc Clément a parlé de la complexité technique, mais il y a des complexités administratives, il y a des complexités de mise en œuvre, il y a des complexités financières et juridiques. Donc tous ces éléments-là, le but d'un AMO, c'est de pouvoir fournir de la visibilité sur des projets dits complexes, et puis d'avoir une notion d'objectivité et de neutralité dans les informations. Donc en tant qu'AMO, on est là aussi pour axer les projets du mieux possible pour nos clients. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir compiler avec toutes ces données et pouvoir sortir un projet à la fois qui est viable, qui correspond aux attentes réglementaires, qui correspond aux attentes techniques et énergétiques, parce que on n'en a pas encore parlé, mais il y a des sujets aussi qui peuvent aller dans des contrats de performance énergétique. Donc il y a des enjeux. Clément en a parlé un peu tout à l'heure sur le décret tertiaire, avec des objectifs de réduction d'économie d'énergie. Donc là aussi, on a besoin d'avoir une meilleure visibilité sur les projets. Donc aujourd'hui, l'avantage de passer par un AMO, c'est aussi d'avoir une meilleure maîtrise sur tous ces aspects-là, organisationnels, financiers, contractuels, techniques. Enfin, ça, c'est la première base et donc il faut quand même se le rappeler. Le métier est en pleine évolution. Il y a énormément de réglementations et des réglementations qui évoluent. J'ai vu une question à ce sujet-là, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il y a des choses dans lesquelles on a besoin, à un moment donné, de pouvoir se poser et faire un peu une vue d'ensemble sur comment est-ce qu'on va développer un appel d'offres dans le cadre d'un projet qui peut être un appel d'offres qui ne va pas aller sur plusieurs mégas. Hein. On n'est pas obligé d'aller sur des énormes puissances pour passer par un AMO, mais dans lequel on a besoin de se poser à un moment donné et de savoir où est-ce qu'on va. Donc, ça, c'est juste un petit rappel sur la nécessité aujourd'hui de pouvoir passer, puis le rôle de pouvoir passer par un AMO. Sur la prochaine slide, Clément, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir expliquer aussi quelles sont les grandes étapes pour aller jusqu'à un appel d'offres. L'appel d'offres est un sujet. Il y a des étapes qui sont en amont et qui dépendent aujourd'hui des typologies de propriétaires que vous pouvez être, avec plus ou moins de patrimoine immobilier. Et donc, on peut aller sur de la stratégie énergétique, qu'on retrouve un petit peu d'ailleurs dans les schémas directeurs énergie qu'on a dans le décret tertiaire. Donc ça, c'est un des points d'entrée pour aller sur un projet photovoltaïque. Et puis, on a la prestation que tout le monde connaît, qui est l'étude d'opportunité ou de faisabilité, qui est là aujourd'hui pour donner un sens et donner un cadre à un projet,
qui peut ne pas être définitif, mais en tout cas qui est là pour poser des bases énergétiques, financières ou autres. Et donc, la première étape, évidemment, avant de lancer un appel d'offres, c'est déjà de passer par ces études-là. Une fois effectivement que cette étape-là est effectuée, il y a nous ce qu'on appelle de l'accompagnement travaux, qui est de dire on va scinder le développement du projet photovoltaïque en deux parties. Ces deux parties sont une première phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage au sens construction de l'appel d'offres. Et donc là, on est en plein dans ce webinaire, c'est-à-dire la rédaction des pièces marché, la notion de création de document unique pour le projet en question, de pouvoir définir aussi des études de conception pour définir les modalités techniques du projet, et puis de pouvoir lancer des consultations auprès d'entreprises, entreprises qui peuvent être des développeurs ou des installateurs. Donc ces éléments-là constituent le premier bloc de la création d'un appel d'offres, et donc ça permet d'avoir l'ensemble des pièces marché, que ce soit à destination de commandes publiques ou privées. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième, on est plutôt sur la partie maîtrise d'œuvre, et donc là, on va vraiment être sur de l'ordonnancement de projet, de la coordination. Et là, je reviens sur la genèse du métier du photovoltaïque. C'est qu'aujourd'hui, dans les grands projets, on retrouve des métiers qu'on dit des cellules OPC, qui sont de l'organisation, enfin l'ordonnancement, planification, coordination, en gros. Donc ça, on retrouve ça sur des gros projets. Aujourd'hui, le développement de projets photovoltaïques, avec toutes les complexités techniques que ça implique. Clément en a parlé sur l'IRVE notamment, sur des ombrières, sur des centrales photovoltaïques en toiture potentiellement. Ça demande une certaine gestion et un ordonnancement de toutes les entreprises qui peuvent intervenir. Parce qu'on l'a vu juste avant, on peut avoir des bureaux d'études, des développeurs, des installateurs, des juristes, on peut avoir beaucoup de monde autour de la table, des bureaux de contrôle aussi. Et donc, le but, c'est de pouvoir aussi ordonnancer tout le monde. Et donc, c'est la notion de préparer un appel d'offres, elle se situe évidemment dans un premier temps sur la constitution des pièces marché, ça c'est un premier sujet, mais elle se situe aussi sur la notion de maîtrise d'œuvre et de savoir comment le projet va se développer. Donc ça, il y a deux manières de le savoir. Soit on a des études qui sont assez fiables, des études de faisabilité en amont de cette phase appel d'offres, et à ce moment-là, on connaît le déroulé d'un projet jusqu'à livraison des centrales et même au-delà dès la phase d'étude de faisabilité, ou bien c'est un élément qu'on va approfondir dans la phase d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Autre sujet, mais ça c'est des choses qu'on fait également, c'est la notion de formation. Et donc là, ça rentre dans ce que j'expliquais sur les évolutions réglementaires qu'on a aujourd'hui, parce qu'on parle des évolutions réglementaires liées au décret tertiaire, décret Bax, de la loi PER, de la loi LOM. Il y a aussi des sujets intrinsèquement liés au photovoltaïque qui concernent l'autoconsommation collective, qui concerne l'autoconsommation au sens propre du terme et de l'injection réseau. Et donc ces nouveaux fonctionnements, il y a besoin d'être alerte et de se former au fil de l'eau pour pouvoir déterminer au mieux un projet photovoltaïque, indépendamment de qui est le développeur. Pour la prochaine slide, ouais, s'il te plaît Clément. Alors, l'objectif d'un AMO, c'est aussi d'avoir une approche globale évidemment sur les projets. Pour compléter ce que je disais, il y a une notion de proactivité des données d'études, c'est-à-dire que plus les études vont être fiables en amont des projets, plus simple le développement de projet sera, ça évidemment. Nous aujourd'hui, Econergie en tant qu'AMO, on essaye d'avoir une marge d'erreur qui est de moins de 4% entre l'étude de faisabilité et le développement réel du projet. Alors moins de 4% sur la partie financière. Voilà, ça permet de consolider en tout cas des budgets aussi parce qu'on connaît les problématiques financières de certains hôpitaux et donc il y a besoin d'avoir des données fiables assez rapidement. On rebalaye évidemment toute la notion de transversalité réglementaire. Alors j'ai cité quelques réglementations, mais l'objectif c'est de pouvoir intégrer dès les phases d'études du coup les impacts liés aux différentes réglementations, c'est-à-dire quand on met en place un projet photovoltaïque, comment ça va impacter aussi le décret tertiaire au sein même du site. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut regarder très rapidement. L'objectif étant d'avoir des analyses financières poussées au sens de comment est-ce qu'on développe financièrement le projet. Alors, on parle de solutions en comptant, mais il y a d'autres solutions sur lesquelles aussi est porté IDEX, sur du tiers investissement notamment. Il y a aussi de la location qui existe. Enfin, voilà, il y a d'autres sujets qui ne concernent pas que du financement en comptant. Il y a des sujets qui sont liés dans des contrats de performance énergétique. Donc là aussi, dans lequel IDEX est positionné pour accompagner ses clients. Et puis, il y a une consolidation des acteurs du marché qui est de dire, on met tout le monde autour de la table très rapidement, donc les acteurs que j'ai cités avant, pour être sûr que le projet puisse se développer. Un élément dans lequel j'en ai pas parlé, mais qui sont le sujet des ABF, donc des architectes des bâtiments de France, dans lequel qui peuvent évidemment poser problème sur le développement de certains projets photovoltaïques. Le but, c'est de mettre tout le monde autour de la table assez rapidement pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique particulière. Alors dans les faits, et si on regarde un petit peu une timeline de ce que ça donne le développement d'un projet,
enfin, dans le développement d'un projet photovoltaïque quelconque, hein. Vous avez sur cette slide la partie du haut sont les grandes étapes d'un projet photovoltaïque. Donc, on va avoir de la notion d'étude préalable qui peut durer 1 à 3 mois. L'objectif, c'est de retrouver dedans l'étude de faisabilité. On va avoir après ça une notion de développement. Et donc le développement, on a du développement lié à l'urbanisme, développement urbanistique, permis de construire, déclaration préalable, demande de raccordement, etc. Mais il y a aussi cette notion d'appel d'offres. Et puis il y a la phase de réalisation. Et donc l'objectif d'un AMO, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'un AMO, en donnant de la visibilité à ses clients, peut permettre le développement d'un projet sans trop impacter ces délais de développement. Évidemment, l'avantage d'avoir un AMO, c'est d'avoir de la visibilité, d'avoir des données fiables, d'avoir une certaine transparence sur les informations qu'on a à disposition. Le fait est que ça demande aussi un petit peu plus de temps que de passer tout de suite par un développeur, parce qu'il y a besoin de construire des pièces marché, il y a besoin de faire de la consultation et il y a besoin de faire du suivi d'exécution de travaux. Donc, vous avez sur la partie haute les grandes étapes d'un projet photovoltaïque et sur la partie basse, à quel moment est-ce qu'un AMO intervient pour développer un projet. Et donc, on se rend bien compte qu'on a cette rame que je viens de citer. On va, dans un premier temps, construire l'ensemble des pièces marché. On va retrouver les différents CCTP, CCAP du projet. On va retrouver des études de conception. Et puis, dans la phase avant le développement, cette notion de consultation. Aujourd'hui, la consultation ne se fait pas que au niveau des développeurs, se fait aussi au niveau de la sous-traitance sur certains projets. Il y a des notions de raccordement qui sont extrêmement complexes et dans lesquelles on a besoin d'assurer cette notion technique, notamment sur les établissements de santé. Très régulièrement, vous avez des groupes électrogènes qui sont sur place. Il y a besoin de coordination avec d'autres acteurs de la maintenance qui s'occupent de ces points-là. Il y a des notions de raccordement. Vous avez des salles opératoires. Enfin, il y a toute une complexité technique qui est à mettre en œuvre. Et donc, la notion de construction de l'appel d'offres et consultation des entreprises est là aussi pour assurer et s'assurer que tous les éléments techniques sont pris en compte. Donc, une fois qu'on a... Thomas, une question sur est-ce que tu aurais une recommandation justement, je dirais, sur le niveau de base des éléments techniques dont vous avez besoin pour lancer justement une consultation? Oui. Alors, évidemment, de l'étude de faisabilité en amont, si elle a été faite. Ça, c'est le premier point. Auquel cas, évidemment, une étude de faisabilité mis en parallèle d'un projet photovoltaïque, ça coûte pas grand-chose d'un point de vue financier. C'est quand même de l'argent quand on a du multisite et qu'on a plusieurs sites à effectuer, mais globalement, une étude de faisabilité, ça vaut entre 2 et 10 000 euros. Pour un projet qui peut en valoir plusieurs centaines de milliers, effectivement, le ratio est pas très gros. Donc, l'étude de faisabilité, c'est évidemment le point d'entrée sur lequel on se base pour développer un projet. Si cette étude de faisabilité n'a pas été faite, il y a des sujets, mais ça c'est la problématique, pas que les établissements de santé ont, mais que beaucoup de clients, c'est les DOE des bâtiments. Alors il y a la notion énergétique avec la consommation d'électricité et les contrats d'électricité qui sont en place sur le site, et puis il y a la notion structurelle, c'est-à-dire l'ensemble des DOE, donc DOE, dossier d'ouvrage exécuté, sont l'ensemble des documents techniques au moment de la construction du bâtiment. Et on va retrouver des plans de masse, des plans de VRD avec l'ensemble des réseaux qui passent sous terre, notamment dans le cas d'Ombrière, des plans de structure, enfin de grosses œuvres, sur la partie bâtimentaire. Nous, on est au courant que beaucoup de nos clients ne possèdent pas ces DOE, sont perdus dans le temps, sont perdus dans des archives très loin dans des caves. Donc, ça, on sait que c'est pas forcément facile à récupérer. Et pourtant, c'est le point d'entrée, en tout cas, c'est les données les plus importantes pour être sûr que le projet se passe correctement. Ça empêche pas, évidemment, dans le cas où on n'a pas ces informations-là, de pas faire des prestations complémentaires pour récupérer ces données. Je pense par exemple aux réseaux enterrés qui peuvent passer sous des zones de stationnement. Dans le cas d'Ombrière, on a de l'étude G2, donc une étude géotechnique dans laquelle on retrouve des prestations de topographie et détection réseau. Donc on va recompiler ces données-là si jamais on n'a pas les DO. Voilà, donc ça c'est des données aujourd'hui pour développer un projet dont on a besoin, c'est-à-dire étude de faisabilité photovoltaïque si ça n'a pas été fait, les courbes de charge et les contrats d'électricité, et puis les DOE du site. C'est les 3 données principales. Le dernier point qui est le suivi d'exécution des travaux, l'objectif est de combler la partie OPC, donc cellule OPC, qui n'existe pas quand on a uniquement la partie photovoltaïque, qui est souvent incombée au bureau d'études qui a fait potentiellement l'étude de faisabilité, ou bien à la maîtrise d'ouvrage de faire complètement confiance à l'installateur avec qui elle passe. Mais il y a un sujet aussi de revue du projet durant sa phase de réalisation,
ne serait-ce que pour garantir déjà la bonne réalisation du projet, de pouvoir effectuer effectivement les états financiers suite à l'avancement du projet, d'avoir une compilation de toutes les données, de valider des éléments techniques et d'avoir du coup un regard un peu technique sur le projet. Voilà. On retrouve du coup toutes ces étapes-là au même titre qu'un appel d'offres public. Ça, c'est des prestations qu'on retrouve dans n'importe quel projet. Mais dans le photovoltaïque, c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, ou en tout cas, les dernières années, on le voit de plus en plus parce que c'est des choses dans lesquelles les maîtres d'ouvrage demandent de l'accompagnement. Voilà. Donc avec ça, vous avez une vue globale de comment est-ce qu'intervient un AMO sur un projet, avec toujours l'objectif de vous donner de la visibilité, de donner des informations qui sont fiables et d'être sûr que le projet se passe correctement. Sans que ça remette en cause les bonnes compétences d'un développeur, mais c'est un bras droit qui permet aussi de se rassurer de temps en temps quand il y a un petit doute technique ou autre. C'est ça. Et peut-être j'ajouterais à ça aussi une précision dans la rédaction aussi des cahiers des charges, c'est de, comme je disais tout à l'heure, en fait, on s'arrête pas à l'installation d'ombrières photovoltaïques, c'est de laisser la possibilité en fait d'ouvrir à certaines options. Je pense notamment la mobilité électrique ou le stockage par exemple. Et en fait après c'est vraiment le rôle aussi du développeur de faire des propositions et de proposer ces options de stockage avec toute la partie technique justement qui est associée. Et ensuite, ce sont des acteurs comme Thomas et la structure ECO qui derrière vont analyser justement la pertinence à ce niveau-là. Je dirais ma recommandation, c'est de ne pas trop fermer, je dirais le cahier des charges, c'est de laisser la porte ouverte justement à des options. Ouais, complètement. Je rebondis dessus. Ça permet même des fois d'aller plus loin que les travaux initialement prévus. Dans le cadre de développement d'ombrières photovoltaïques, on se retrouve assez régulièrement avec des clients qui profitent de ces projets-là pour rénover totalement leur zone de parking et refaire un réaménagement total de leur zone de stationnement avec un réagencement des places de parking, avec la restructuration complète de l'enrobé béton qui peut être sur le parking dans certains cas, refaire un peu de végétalisation aussi. Voilà, il y a beaucoup de sujets où l'idée initiale était juste de se mettre en conformité avec la loi APER, par exemple. Et en fait, on rentre dans un cadre beaucoup plus sain sur le projet parce qu'on intègre d'autres typologies de travaux qui permettent du coup d'éviter des îlots de chaleur à certains endroits, de gagner en confort, d'avoir une meilleure visibilité sur son projet. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'AMO, on est là pour la partie photovoltaïque, mais on est aussi là pour mettre en relation nos clients avec d'autres typologies de travaux dans le cadre d'un projet global. Et puis, ça peut rentrer aussi dans des schémas directeurs énergie que vous pourriez faire en parallèle. Super. Donc, on arrive sur la fin de ce webinaire. On a un temps dédié aux questions, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, du coup. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées. Peut-être pour préciser vraiment l'idée, et je pense que IDEX et ECO partagent aussi cet ADN, c'est vraiment d'accélérer du coup la décarbonation des sites de nos clients pour aller chercher justement une indépendance, je dirais, énergétique, mais de bien penser ces projets pour qu'ils s'intègrent au mieux justement pour ces sites complexes que sont les établissements de santé. Et donc c'est en ce sens-là, comme je disais en introduction, il faut bien être accompagné et notamment bien penser sur le long terme, donc sur des projets qui sont généralement au moins 20 ans. Donc je dirais la fiabilité de l'acteur et aussi les compétences à intervenir auprès avec des équipes de maintenance et vraiment cet ancrage local, ça ce sont des avantages en tout cas qui peuvent être mis en avant et répondre à vos problématiques. Alors, je ne sais pas si tu avais des éléments complémentaires peut-être Thomas avant qu'on passe aux questions. Pour l'instant c'est bon de mon côté, on peut faire les questions effectivement. Écoutez, merci à tous. Alors, à présent, on va regarder les questions qui nous ont été posées. Donc, surtout, n'hésitez pas à compléter le chat. Il y avait une première question
Oui, sur la partie sémantique. Quand on parle d'établissements de santé, est-ce que ça concerne aussi les établissements médico-sociaux type EHPAD? Alors oui, voilà, on a choisi ce terme-là, établissement de santé, en effet, pour que ça corresponde aussi aux EHPAD, aux hôpitaux. Donc voilà, en effet, bien fait de préciser. Alors, une question sur qu'est-ce qui définit un parking au regard de la loi APR. Notamment si voilà, là il y a un exemple de parking, si c'est un parking qui est mitoyen, séparé seulement par une clôture ou des plots béton, est-ce qu'ils sont considérés comme deux parkings ou un seul parking? C'est vrai qu'il y a toujours un peu ce travail d'analyse du cadre réglementaire et qu'est-ce qui définit un parking. Donc dans la loi, un parking, c'est dès qu'il y a la même entrée et la même sortie. Donc voilà, là en l'occurrence dans cet exemple, s'il y a vraiment une séparation, hein, donc au niveau du parking, ça serait considéré comme deux parkings distincts. Je rebondis sur le sujet du même parking. Il y a effectivement la notion d'unité foncière à prendre en compte. C'est-à-dire que vous pouvez être sur un site dans lequel vous avez un bâtiment avec deux parkings au sein même du site, alors au sein même de l'unité foncière, mais ces deux parkings-là ont des entrées-sorties différentes. Dans ce cadre-là, on les considérera comme deux parkings bien distincts. Et c'est en fonction de la superficie de chaque parking qu'il faudra regarder si elle est assujettie, enfin s'il est assujetti ou non à la loi APR. En tenant compte évidemment des surfaces qui sont les zones de stationnement et les zones de circulation. Une nouvelle question sur les sanctions justement qui sont liées à ces parkings. Donc si elles sont par an et par parking et s'il y a une mise en demeure avant l'application des sanctions. Alors en effet, ce sont bien des amendes qui sont annuelles. Et de mémoire, il me semble que c'est par parking. Je ne sais pas si tu as la précision, Thomas. Oui. C'est par parking, alors toujours dans le cadre de l'unité foncière, mais c'est effectivement par an et par parking. Et la notion, donc sur la notion de sanction, alors je saurais plus vous dire exactement le délai par rapport à ça, mais il y a une notion d'annuité sur les sanctions, c'est-à-dire que vous avez effectivement une mise en demeure, mais bien que la mise en demeure soit effective, et vous avez quand même un an, en tout cas jusqu'à l'année d'après, pour mettre en conformité. C'est à partir de cette année-là que vous repartirez sur la même sanction. Donc il y a une mise en demeure. Je me rappelle plus de quelle est la durée de cette mise en demeure, mais de toute façon, c'est bien des sanctions qui sont annuelles. Donc que la mise en demeure dure 3 mois ou dure 6 mois. Évidemment, si vous arrivez à vous mettre en conformité durant la période de mise en demeure, pas de souci sur les sanctions. Mais de toute façon, si vous dépassez cette durée de mise en demeure, vous repartirez sur une sanction, mais pas au bout des 6 mois, par exemple, de la mise en demeure, au bout d'un an. J'ai une question sur repenser le parking en termes de fonction et d'usage par rapport à un projet d'ombrière. Est-ce que ça ne nécessite pas un architecte ou un bureau d'études environnement? Sur un projet d'ombrière, aujourd'hui, la notion d'architecte, vous en avez besoin quand les ombrières sont au-delà de 3 mégas et sont dans une zone ABF. Voilà. Donc, architecte des bâtiments de France. Dans ce cadre-là, donc quand vous avez une ombrière qui est en dessous de cette puissance, une simple déclaration préalable suffit, donc vous n'avez pas besoin d'un architecte. Quand vous êtes au-delà, oui. Et quand vous êtes sur une zone intégrant l'obligation des architectes des bâtiments de France, à ce moment-là, il y a besoin d'un permis de construire et non plus d'une déclaration préalable. Et donc là, il y a besoin d'un architecte. Voilà. Et peut-être pour préciser, nous, dans le cadre du développement des projets, justement sur tout ce qui va être gestion de désimperméabilisation des sols, voilà, tous ces sujets-là, c'est aussi voilà le développeur qui va déposer en votre nom toutes ces demandes-là, et notamment les interactions auprès de la mairie, c'est les développeurs qui s'en occupent. Et sur toute la partie, repenser les usages, ça peut être aussi une question d'esthétisme. Ça, c'est des choses qu'on intègre aussi, nous, dans nos solutions. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. J'essaie de les prendre dans l'ordre. Oui, lorsque l'établissement est déjà équipé de panneaux en toiture, doit-on rentrer dans l'obligation de couvrir les parkings?
La réponse est oui. Par contre, vous avez une possibilité, mais je crois que c'est dans l'autre sens, de couvrir. Alors, quand vous avez une obligation pour couvrir la partie bâtimentaire, vous avez une possibilité de dérogation et de prendre cette puissance sur la partie bâtimentaire pour la mettre en zone de stationnement. Mais ce n'est que temporaire. La question est oui, c'est pas parce que vous avez une surface de couverture en toiture que vous ne devez pas couvrir les parkings. À partir du moment où vous êtes assujetti à la loi APR. Une question sur si l'AMO est pertinent l'AEO est pertinent en investissement direct, mais est-ce qu'il est aussi pertinent dans le cadre d'une installation en tiers investissement? Alors, oui, il l'est. Et du coup, vous avez deux possibilités. Soit effectivement, vous considérez qu'il y a besoin d'un AMO complémentaire pour vous donner de la visibilité sur le sujet, et à ce moment-là, vous contractualisez avec un AMO indépendamment du tiers investisseur. Ou bien, vous demandez au tiers investisseur de prendre en compte un AMO, pareil, pour effectuer des prestations qui sont les prestations que vous a présentées ici. Nous, on le fait en tout cas avec Ecoénergie sur certains projets avec IDEX, justement parce qu'on est sur des complexités de multi-sites. C'est-à-dire que l'AMO n'est pas forcément dédié à un seul site. On intervient sur des prestations aujourd'hui avec IDEX pour faire des prestations d'AMO, donc de construction de cahier des charges, de consultation d'entreprise et de maîtrise d'œuvre, dans lequel on a du multisite. Donc là, il y a un besoin effectivement d'avoir une vue globale et donc on est aussi sur ces prestations. Donc la réponse est oui, que ce soit en tiers investissement ou que ce soit en investissement direct, la présence d'un AMO peut être nécessaire. Je reviens du coup alors il n'y a pas d'obligation à passer par un AMO, mais l'intérêt de passer par un AMO va dépendre aussi de la complexité du projet. En toute franchise, une installation très simple en toiture, pas spécialement besoin d'un AMO, sauf qu'il y a complexe, par exemple, sur un site avec des Zonatex ou du matériel un peu spécifique. Mais voilà, la notion de complexité a son importance parce qu'un AMO peut être là parce que la complexité, c'est le nombre de sites, parce que les équipements techniques au sein même du site ont besoin d'une attention particulière. Et dans ce cas-là, l'AMO sera utile. Peut-être que c'est pour aussi donner de la visibilité sur des projets plus longs. On peut avoir des projets qui intègrent d'autres travaux. Je parlais justement de la rénovation du parking juste avant. Et ben dans ce cas, on rallonge les délais de travaux et c'est des travaux qui peuvent durer jusqu'à 2 ou 3 ans. Donc là, effectivement, avoir un AMO, c'est intéressant pour avoir un suivi sur le temps long. Donc oui, l'AMO aujourd'hui, indépendamment du mode d'investissement, a un intérêt. J'ai une question sur sur le sujet stockage. Les ombrières rechargent les véhicules présents. Quelle est l'autonomie de stockage quand le parking est complet? Alors, c'est une précision sur les bornes de recharge sont toujours accordées soit à vos installations électriques, soit via un PDL en fait qui est dédié. Tout simplement parce que s'il fait nuit, du coup, on n'a pas de production solaire, donc ça serait dommage de ne pas pouvoir utiliser les bornes. Et après, sur la partie stockage, c'était plutôt les batteries de stockage qui peut être un nouvel élément justement qui vient s'imbriquer dans une installation, du coup, un projet d'ombrière photovoltaïque, notamment lorsque on a du surplus au niveau de la production. Donc là, ça permet justement d'aller chercher un taux de couverture de vos consommations d'électricité qui est plus intéressant pour l'établissement. Oui, justement, il y a également une autre question sur la consommation donc d'un CH. L'autoconsommation est intéressante, mais pour un EHPAD, ça peut s'avérer plus complexe parce qu'on a des consommations qui peuvent être moindres au niveau de l'établissement. C'est quand même possible d'aller chercher de la rentabilité, notamment au travers donc, soit du stockage, c'est un des billets, soit au travers l'autoconsommation collective. Et en effet, là, c'est à des développeurs comme Index d'aller vous présenter des solutions de valorisation de l'électricité. Et donc, en effet, aujourd'hui, il y a un cadre en plus réglementaire qui est favorable à l'autoconsommation collective. Donc, on va aller valoriser l'électricité autour de la centrale. Et donc, on s'occupe d'aller en fait chercher des consommateurs pour aller autoconsommer cette électricité. J'ai une question qui revient, qui est sur le partage de la présentation. Oui, on pourra vous partager le support. Je crois qu'il y a un replay aussi qui pourra être disponible. Je vois une question intéressante sur les parkings qui sont situés dans des zones de PLUI qui interdisent les ombrières.
Je prends cette question volontairement parce que juste avant ce webinaire, je sortais notamment avec IDEX d'une réunion avec les architectes des bâtiments de France, dans laquelle on était confrontés à ce cas-là. Et donc, du coup, on a deux problématiques. Une problématique d'un côté où on a des PLU qui interdisent le développement d'ombrières et alors, pour privilégier des projets photovoltaïques en toiture. Et d'un autre côté, une obligation quand même réglementaire qui est la loi APER pour le développement d'ombrières photovoltaïques sur des zones de stationnement. Là, il y a un gros point de tension côté réglementaire. Aujourd'hui, la solution qui est apportée, c'est beaucoup de temps et de discussion avec les ABF pour justement faire des explications de projet et pouvoir faire des ajustements avec les services d'urbanisme pour développer des projets. Donc, on a aujourd'hui deux temporalités qui superposent, une qui interdit des projets en ombrière par rapport à un PLU et une autre par une obligation réglementaire qui oblige l'implantation d'ombrières photovoltaïques. Donc, dans ces cas-là, la seule solution qui existe, c'est effectivement la discussion avec les architectes des bâtiments de France quand c'est nécessaire ou avec les services d'urbanisme quand on n'est pas dans une zone soumise aux ABF pour pouvoir développer les projets. C'est la seule solution aujourd'hui qui existe jusqu'à ce que les PLU soient mis à jour au fil de l'eau pour tout le monde. Mais en tout cas, même s'il y a des points de tension sur ces sujets, la solution qui fonctionne le mieux, c'est de discuter avec les services d'urbanisme. Et donc, je rebondis, mais du coup, et donc de faire passer le message par un développeur et un AMO sur l'intérêt du développement du projet, quels sont les intérêts à la fois pour le site en question, mais aussi pour d'autres consommateurs dans le cas d'un projet en autoconsommation collective. Voilà, le but, c'est de pouvoir expliquer tous les avantages du projet pour que ça se débloque, même si aujourd'hui les PLU, en tout cas certains PLU, interdisent le développement d'ombrières. Alors, il y a une question pour intégrer les ombrières photovoltaïques dans une nouvelle DSP parking. Alors, oui. De mémoire, délégation de service public, c'est pas compatible avec une opération en autoconsommation, étant donné que le bénéfice de l'électricité, en fait, qui sera produite par les panneaux, ira pour le compte de l'établissement, donc de l'hôpital. Du coup, ça, c'est pas compatible. Je sais pas si tu as des éléments complémentaires, Thomas. Non, je te rejoins sur le sujet. On a quand même eu des discussions avec certains établissements qui étaient en DSP et qui le sont encore. Je pense notamment à des stations d'épuration qui font de la DSP auprès de plus grandes entreprises et donc dans le cadre de cette DSP ont des obligations de réduction d'économie d'énergie. Et donc, ça passe aussi par de l'autoconsommation sur du photovoltaïque. Ce qui est surtout regardé à ce niveau-là, et ça, faut voir les contrats qui sont dans chaque DSP au cas par cas, mais c'est la durée de la DSP par rapport au temps de retour sur investissement du projet photovoltaïque. Voilà. Des fois, on se rend compte que développer un projet photovoltaïque là en 2025 pour une DSP qui se finit en 5 ans, il peut y avoir des sujets qui sont en termes de temporalité qui sont compliqués et donc des fois soit vaut mieux décaler l'installation photovoltaïque ou bien faire des avenants un peu spécifiques à cette DSP là pour pouvoir développer les projets. Mais ça c'est des cas qu'il faut regarder, enfin c'est des éléments qu'il faut regarder au cas par cas parce que il y a une notion de temporalité, il y a une notion de propriétaire et d'exploitant. Ça se regarde vraiment au cas par cas. On va prendre une dernière question parce que je crois qu'on a déjà dépassé le temps. Alors une précision sur la possibilité de mutualiser l'obligation. Donc typiquement s'il y a plusieurs parkings sur un site, est-ce que c'est possible de faire une seule grande installation? Alors la réponse est oui. Et oui. En fait, à partir du moment où vous avez différents parkings qui sont concernés par la loi APER, donc je rappelle plus de 1500 mètres carrés, c'est possible de regrouper en fait l'ensemble de votre obligation sur un seul et même parking à condition qu'on respecte bien justement ce niveau de surface couvert qui correspondrait à 50% du total des surfaces concernées. Et ensuite, l'impact de l'amendement d'avril, de celui qui vient de sortir. Alors, ça pour le coup, c'est assez récent. Hein, c'est même, je crois que c'est la semaine dernière que c'est sorti. Donc, en tout cas, ça montre qu'il y a une activité qui est forte sur ces sujets-là. L'obligation, dans tous les cas, ne va pas disparaître sur les parkings.
Donc voilà, ce sera plutôt un arbitrage, en l'occurrence entre les zones couvertes d'arbres, peut-être une réduction, ça reste de l'hypothétique encore aujourd'hui, mais peut-être une réduction, ce sera peut-être plus à 50%, mais peut-être à 35%. Donc voilà, de toute façon, nous, c'est des sujets qu'on regarde avec attention. Mais dans tous les cas, comme on vous le précisait aussi, derrière, il faut bien penser avec une pertinence économique. Si vous avez les consommations qui sont en face, il y a un intérêt justement à optimiser le taux de couverture au niveau des ombrières photovoltaïques. Ça vous permet aussi de faire des économies d'échelle au niveau du projet. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Merci à tous pour votre participation, pour les questions également. Vous avez des QR codes, un QR code là qui est à l'écran, et puis une adresse mail. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous voulez approfondir ces sujets-là. Donc on sera un plaisir d'y répondre aussi bien Thomas que moi-même. Donc voilà, on va mettre fin à ce webinaire. Merci à tous et bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.